Avec Elisabeth Boulet et moi-même, nous vous présenterons l'état d'avant, à la fois la campagne de communication qui va démarrer dans quelques jours et en même temps, je vais vous rendre compte de la manière dont nous avons procédé à la programmation des fonds européens dans le cadre de la délégation générale qui est accordée au président. Mais tout d'abord, et si la régie est prête, je vais vous inviter donc à regarder un petit film. On peut y aller, monsieur le directeur général ? Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Idée reçue numéro 1, l'Europe ne s'occupe que du diamètre des betteraves. En réalité, en Hauts-de-France, plus de 2000 agriculteurs comme Grégory ont été aidés depuis 2014. La région et l'Europe nous aident au quotidien. Plus d'informations sur www.hautdefrance.fr. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Idée reçue numéro 2, l'Europe ne fait rien pour le tourisme et le patrimoine. En réalité, en Hauts-de-France, plus de 600 projets comme le grand site des Deux Caps ont été aidés depuis 2007. En Hauts-de-France, la région et l'Europe nous aident au quotidien. Plus d'informations sur www.hautdefrance.fr. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Idée reçue numéro 3, l'Europe ne se préoccupe pas de nos campagnes. En réalité, en Hauts-de-France, plus de 20 maisons de santé ont été créées depuis 2007. En Hauts-de-France, la région et l'Europe nous aident au quotidien. Plus d'informations sur www.hautdefrance.fr. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Idée reçue numéro 4, l'Europe, ça ne débouche sur rien. En réalité, en Hauts-de-France, plus de 100 000 personnes ont reçu une aide pour leur formation depuis 2007. En Hauts-de-France, la région et l'Europe nous aident au quotidien. Plus d'informations sur www.hautdefrance.fr. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Idée reçue numéro 5, l'Europe, ça détruit de l'emploi. En réalité, en Hauts-de-France, plus de 18 000 entreprises comme le groupe Muller ont été aidées pour innover et se développer depuis 2017. En Hauts-de-France, la région et l'Europe nous aident au quotidien. Plus d'informations sur www.hautdefrance.fr. Bien, vous aurez compris dans la série de ces 5 vidéos qu'elles n'ont pas vocation dans la campagne à être diffusées l'une derrière l'autre parce que ça pourrait s'assimiler à du matraquage. Mais au moins vous avez la présentation de chacun de ces spots vidéo qui viennent à l'appui d'une campagne de communication qu'Elisabeth Boulet va nous présenter. Allez-y, vous avez la parole, Elisabeth. Merci, Monsieur le Président. Alors, je m'appelle Andrea Rubio Contreras et j'ai bénéficié d'une formation financée par l'Europe. Je travaille aujourd'hui à l'aéroport de Douai. Je m'appelle Grégory Pagi, je suis agriculteur à Lequesnoy. J'ai bénéficié du FEADER pour la conversion de mon exploitation en bio. Je m'appelle Séverine Bastien, je suis responsable d'animation à la maison du site des Deux Caps, à Audinguin, structure soutenue à hauteur de 3 millions par les fonds européens. Je suis médecin dans la Somme, je suis chef d'entreprise dans l'Aisne, je suis maire d'une commune rurale, je suis un jeune à la recherche d'un emploi. Je sais et je dois savoir que l'Europe peut m'aider dans mon projet. C'est l'objet de cette campagne dont vous venez de voir les clips. Chaque situation, dans chacun des départements, un visuel sera décliné pour montrer que l'Europe, c'est du quotidien. Des témoignages concrets de personnes qui ont bénéficié de ces fonds pour leur projet de vie, pour leur emploi, pour leur entreprise. L'Europe, c'est pas qu'une idée lointaine, comme on se plaît à parfois le rappeler ou le dire. C'est aussi des moyens sur le terrain, des choses très concrètes qui touchent directement le citoyen. Et cette campagne Mon Europe, mon quotidien, qui avait, je rappelle, déjà été éditée en 2016, est l'objet. Plusieurs supports seront déclinés, vous le verrez si vous ouvrez grand vos yeux et que vous tendez l'oreille, plusieurs supports radio, TV, presse écrite, de l'affichage aussi dans les centres urbains est prévu pour décliner cette campagne et pour qu'elle soit visible aux yeux des citoyens des Hauts-de-France. Du 19 novembre, donc ça a commencé déjà lundi, jusqu'au 5 décembre, cette campagne se tiendra dans toute la région des Hauts-de-France et je vous invite, vous, conseillers régionaux, chers collègues, à en être les ambassadeurs. Je tiens, pour terminer mon propos, à remercier évidemment la direction de la communication et la direction Europe qui ont été particulièrement investis dans cette campagne. Je vous remercie. Merci, Madame Boulet. Merci d'avoir supervisé à mes côtés la mise en place de cette campagne avec sans doute une sensibilité créative un peu supérieure à la mienne. Donc merci beaucoup. Il m'appartient de poursuivre, comme je vous l'indiquais en introduction, pour vous présenter, vous rendre compte de l'usage que nous avons fait, que l'exécutif régional a fait, de la délégation qui a été accordée au président dans l'attribution des subventions européennes
dont la région, je vous le rappelle, est autorité de gestion. Juste essayer de me mettre les slides sous les yeux. Voilà, ça va être très bien comme ça. En effet, dans le cadre de cette délégation accordée au président depuis le mois d'octobre de l'année dernière, une information aux élus régionaux est prévue en séance plénière 2 fois par an sur les subventions européennes allouées, ainsi que sur l'état d'avancement global de la programmation de ces fonds. Et c'est donc cet exercice auquel je vais me livrer devant vous ce soir. Nous poursuivrons cet exercice à 2 voix puisque Elisabeth Boulet ensuite interviendra sur l'avancement des programmes Interreg et des actions innovatrices urbaines qui sont également des programmes en responsabilité de gestion de la région. Alors, cette première diapositive vous rappelle qu'en mai dernier, je vous avais rappelé plutôt qu'en mai dernier, les éléments clés des programmes européens 2014-2020 et le cadre de leur déclinaison en Hauts-de-France. Aujourd'hui, le focus sur la programmation vous permet d'observer que les niveaux de programmation des programmes opérationnels en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie se situent au-dessus de la moyenne nationale. Alors nous sommes toujours, je vous le rappelle, liés par l'historique de programmes opérationnels qui étaient différents pour le versant Nord-Pas-de-Calais et pour le versant Picard, ce qui ne sera pas le cas pour l'avenir. Et donc dans cette diapositive, je vous rends compte de l'état d'avancement des programmes du Nord-Pas-de-Calais. Au 17 octobre 2018, la programmation du programme opérationnel FEDER, FSE et IEJ Nord-Pas-de-Calais est de près de 61%, comme vous pouvez le voir, avec plus de 523 millions d'euros de subventions européennes pour l'accompagnement de 490 projets. Vous voyez, les illustrations qu'on a pu vous donner sont vraiment des sondages. Pour le programme de développement rural FEADER Nord-Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, la programmation est de plus de 45%, soit plus de 50 millions d'euros alloués. En mai dernier, le taux de programmation était de 28%. On peut donc constater et se réjouir de l'évolution importante de cette programmation qui s'explique notamment par la finalisation et le déblocage d'outils informatiques qui ont causé beaucoup de soucis, et notamment l'outil Osiris. Ce taux à fin 2018 devrait être plus important encore et nous vous en rendrons compte le moment venu. La dynamique de programmation doit donc se poursuivre, et je le dis à mes collègues vice-présidents thématiques qui mobilisent des fonds européens dans le cadre de chacune de leurs politiques sectorielles, et elle doit s'intensifier car il serait effectivement totalement dommageable de perdre des fonds européens dans les prochaines années. J'indique que la programmation du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, on aura quelques délibérations tout à l'heure, au 21 novembre était de près de 43%, là aussi avec un progrès sensible depuis le mois de mai dernier où nous n'étions qu'à 28%. Dans la diapositive suivante, pour la Picardie, vous voyez que la programmation FEDER, FSE, IEJ de Picardie est de près de 72%, soit 218 millions d'euros pour l'accompagnement de 558 projets, et celle du programme de développement rural FEADER Picardie est de 46%, soit plus de 62 millions d'euros alloués, alors que nous n'étions qu'à 30% en mai dernier. J'invite à la même vigilance dans le rythme de programmation sur le programme de développement que sur le programme de développement rural du Nord et du Pas-de-Calais. Dans la diapositive suivante, je vous rappelle que depuis la séance plénière du 24 mai, 2 comités uniques de programmation, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, se sont tenus, soit physiquement, soit par procédure écrite, et ce sont 126 dossiers FEDER, FSE, IEJ qui ont été programmés pour un total de 116 millions d'euros de subventions européennes et 561 projets FEADER pour environ 10 millions d'euros. Entre parenthèses, vous comprenez pourquoi on a souhaité que le président ait une délégation. C'est autant de délibérations que nous n'avons pas à examiner directement ici en séance plénière. S'agissant de cette diapositive ici avec les feux orange ou vert, en fait, elles ont pour vocation à vous fixer sur le risque que nous avons ou que nous n'avons pas d'être confrontés à ce qu'on appelle le dégagement d'office ou la règle du N+3. Alors je suis désolé d'être un petit peu technique, mais il me semble que c'est le minimum que chacun d'entre vous doit maîtriser et connaître dans le fonctionnement des fonds européens, car en effet tous les programmes européens sont soumis à cette procédure dite de dégagement d'office. C'est, et je sais que Jean-Pierre Bataille appréciera, une règle de discipline budgétaire.
Elle est fondée sur le principe que des montants engagés annuellement et qui ne sont pas couverts par une demande de paiement intermédiaire sont automatiquement dégagés au 31 décembre du 3e exercice qui suit celui de l'engagement budgétaire. C'est pour créer un peu de tension dans l'exécution des projets et c'est bien naturel. Le dégagement d'office au vu de la date de signature des programmes 2014-2020 s'appliquait pour la première fois pour les programmes opérationnels FEDER, FSE et IEJ au 31 décembre 2017 et pour les programmes de développement rural au 31 décembre 2018. C'est le risque qui est devant nous. À ce jour, la situation des programmes européens en Hauts-de-France est la suivante. Je vais être très transparent avec vous. Le montant des dépenses certifiées au 31 décembre pour éviter le dégagement d'office est atteint pour le programme opérationnel FEDER, FSE, IEJ de Picardie et pour le programme de développement rural du Nord-Pas-de-Calais, d'où l'indication d'un feu vert que vous voyez sur cette diapositive. Pour les deux autres programmes, les feux orange indiquent que pour le moment, les équipes sont fortement mobilisées pour qu'on puisse procéder à des remontées de factures et un travail de certification des dépenses qui est en cours. Concernant le dégagement d'office pour le programme opérationnel FEDER, FSE, IEJ Nord-Pas-de-Calais, le risque de ne pas atteindre l'objectif est écarté. Par contre, le risque d'un dégagement d'office pour le programme de développement rural en Picardie est malheureusement bel et bien réel. Un plan d'action a été mis en place à l'initiative du directeur général des services et de ses équipes, qui implique un travail commun entre la région, on avait bien anticipé cette difficulté, et les services de l'État, afin de prioriser le traitement des demandes de paiement. Et je veux croire que dans les jours et les semaines qui nous séparent de la fin de l'année, ce risque de dégagement d'office pourra être écarté. Le président Xavier Bertrand a lui-même pris la mesure de cette difficulté. Il en a saisi non seulement le ministre de l'Agriculture, mais également le Premier ministre, pour solliciter une forme de solidarité nationale dans l'affectation des ressources humaines pour traiter cette question et permettre le respect des objectifs compte tenu de que ce programme de développement rural est le seul au niveau français qui est exposé à un risque potentiel de dégagement d'office. Si ce risque devait se réaliser, il est à ce jour évalué entre 3 et 4 millions d'euros, mais évidemment, je vous en rendrai compte le moment venu. Autre sujet technique mais d'importance, dans la diapositive suivante, c'est la réserve de performance qui correspond à 6% de l'enveloppe budgétaire des programmes. Elle est allouée définitivement aux programmes qui atteignent une valeur intermédiaire à fin 2018 sur des critères et des objectifs de réalisation fixés. La Commission examinera la performance de nos programmes en début d'année prochaine sur la base des informations fournies dans notre rapport annuel d'exécution. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la prochaine séance consacrée à l'examen de la consommation des fonds européens. Et ensuite, pour être peut-être un peu plus concret, mais aussi nécessairement un peu plus concis, je vais vous présenter dans les diapositives suivantes quelques illustrations que vous aurez dans les diaporamas, qui sont des projets, des programmes, des thématiques qui ont été soutenus par les différents programmes. Ce sont des projets qui ont été très concrètement programmés depuis mai 2017 dans le cadre des comités uniques de programmation que j'évoquais tout à l'heure. Je ne vous en donne pas le détail, vous les voyez défiler. Je peux vous citer rapidement que pour les fonds FEDER, on a mobilisé sur l'axe recherche-économie l'accompagnement d'un réseau d'entreprises industrielles et du réseau des artisans commerçants en Thiérache. Il a déjà été question de la Thiérache tout à l'heure dans la séance, qui a pour objectif de créer du lien économique entre les entreprises du territoire et de développer leur réseau professionnel. Je peux vous citer aussi l'axe transition énergétique avec le projet DECA+ de mobilité pour l'agglomération de Dunkerque, qui a aussi attiré les projecteurs récemment avec certaines décisions en matière de transport. Eh bien, le projet DECA+ de mobilité dans l'agglomération de Dunkerque a bénéficié d'une subvention FEDER de plus de 11 millions d'euros pour améliorer la mobilité des usagers du Dunkerquois et également contribuer à la préservation de l'environnement. Pour l'axe aménagement, notre collègue de Coster a regagné Saint-Omer, mais la réhabilitation de la gare de Saint-Omer en pôle éco-numérique et de services a elle aussi bénéficié d'un montant FEDER de 3 millions d'euros, comme la réhabilitation de la salle Stro à Maubeuge, magnifique salle art déco qui s'inscrit dans le cadre du dispositif investissement territorial intégré de l'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre et qui a reçu un montant FEDER de 680 000 euros, également dans le cadre de ce dispositif ITI, mais cette fois pour le programme opérationnel Picardie, la construction du nouveau théâtre de Beauvais pour un montant FEDER de 2,2 millions d'euros, ou la construction du nouveau centre social de quartier Saint-Martin à Saint-Quentin, Madame Riot, pour un montant FEDER de 590 000 euros.
Au titre du FEADER Picardie, la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à Crécy-sur-Serre pour un montant de financement européen de 132 000 €. Au titre du FEAMP, une aide à la construction d'un bâtiment relais à usage local pour la transformation de produits alimentaires halieutiques pour un montant de 77 000 €. Voilà quelques exemples jetés à la volée que vous avez pu voir défiler également dans le diaporama. Je vais maintenant redonner la parole à Elisabeth Boulet pour l'inviter à vous présenter un état d'avancement des programmes Interreg et Actions innovatrices urbaines. Je vous en prie, Elisabeth. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc les programmes Interreg, comme vous le savez, ça a déjà été dit au mois de mai. La région Hauts-de-France est autorité de gestion pour 3 programmes Interreg, le Interreg Europe, Interreg Europe du Nord-Ouest et Interreg des Deux Mers. Et elle est autorité nationale pour 2 autres programmes Interreg, le France-Manche-Angleterre et le France-Wallonie-Vlaanderen. Pour les programmes dont elle a la gestion, je vais vous passer très vite les chiffres parce que ce n'est pas l'objectif. Donc on a des taux de consommation qui sont quand même assez significatifs et assez bons. 70% pour le Interreg Europe, 68% pour Europe du Nord-Ouest, 60% pour les Deux Mers. Alors par contre, 33% pour le France-Manche-Angleterre dont nous n'avons pas l'autorité de gestion et qui est directement lié au contexte du Brexit. Et un très bon taux qui bat tous les records de programmation pour l'Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, très ancien programme qui fonctionne très bien. Je le rappelle, Interreg, les programmes de coopération sont là pour effacer les frontières, c'est-à-dire permettre à des projets d'émerger sur des bassins de vie transfrontaliers. Et je vais vous donner des exemples assez concrets d'ailleurs de ces programmes. Par exemple, le projet Suricat. Alors, c'est un projet en fait de recyclage de sédiments afin de les réutiliser dans les ports, dans les voies navigables et notamment dans les côtes, sur les côtes des pays du Nord-Ouest. Donc, c'est un projet qui est partagé entre plusieurs États. La recherche est financée par plusieurs États. Ils y participent tous et les expérimentations seront menées sur leur territoire. On a aussi le projet Kids Art, qui est particulièrement cher à Monique Rio, qui est la prise en charge chirurgicale cardiaque infantile à Lille. Effectivement, aujourd'hui, quand il y a des problèmes cardiaques chez les enfants, on doit aller à Bruxelles ou à Paris, et les navettes font parfois perdre un temps très précieux quand il s'agit de santé. La création de cette unité de chirurgie cardiaque infantile à Lille va permettre non seulement aux habitants des Hauts-de-France, mais également et surtout aux habitants de tout le bassin de vie transfrontalier des Flandres et de Wallonie de pouvoir venir à Lille plus rapidement et d'avoir une prise en charge beaucoup plus efficace. On peut aussi citer le projet E égale 0. C'est un projet démonstrateur pour faire émerger un marché de masse sur la rénovation énergétique. Donc c'est quelque chose qui se fait aux Pays-Bas et qui sera expérimenté sur le territoire des Hauts-de-France, notamment dans la ville de Hem. Et donc c'est porté par Vilogia. Vous avez les crédits UE pour chacun des projets qui défilent sous vos yeux. Je ne vous en fais pas le détail. Pour les actions innovatrices urbaines, je le rappelle, c'est un programme qui est géré par la région Hauts-de-France pour le compte de la Commission européenne. C'est un programme qui réunit les 26 États membres et qui tend à mettre en compétition des agglomérations sur des projets dits innovants. Donc, c'est-à-dire que les financements, environ 5 millions d'euros quand même de subventions pour chacun des projets, sont dédiés au terme d'un espèce d'appel à projet qui est une sorte de concours entre les agglomérations pour des projets innovants. Évidemment, on a des thématiques très en vogue comme la mobilité urbaine, la transition énergétique, la qualité de l'air, la pauvreté urbaine qui sont des thèmes phares de cet appel à projet. Je rappelle que Lille a bénéficié du programme Action innovatrice urbaine dans le cadre du projet Test in Lille, à Lille-FIV, sur l'appel à projet précédent et ce programme continue d'être très prisé par les agglomérations. Je me permets une petite réflexion aussi par rapport à ça. L'Europe investit massivement, on le voit, et ça a été l'exemple des projets dans la transition énergétique. Et je pense que c'est quand même un facteur à souligner à l'heure où on souligne la raréfaction des moyens sur les collectivités pour financer cette transition énergétique. L'Europe, elle continue de le faire massivement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Boulet. Merci pour cette présentation claire et synthétique. Et en même temps, vous me tendez un petit peu la perche sur la question de la transition énergétique, puisque mon propos pour achever
voilà, cette restitution de la délégation qui a été accordée au président dans la gestion des fonds européens vise peut-être à vous donner aussi des perspectives sur ce qui va se passer ensuite dans la période postérieure à 2020. Quelles vont être les thématiques abordées, quelles vont être les adaptations, les évolutions dans les procédures de gestion de ces fonds européens, et puis également quelles sont les enveloppes qu'on peut espérer y voir consacrées. Alors, je vous propose peut-être un bref point d'information, parce que les choses ne sont évidemment à cette heure pas pleinement stabilisées, mais elles mobilisent assez régulièrement le Président, moi-même, Elisabeth Boulet et les services de la Direction Europe pour faire en sorte de définir un cadre ultérieur qui soit évidemment le plus avantageux pour le territoire des Hauts-de-France. Au cours du premier semestre 2018, ceux que ces questions passionnent l'auront probablement suivi, la Commission européenne a proposé, c'était au mois de mai, son cadre financier pluriannuel 2021-2027, dans un contexte que chacun connaît de départ d'un contributeur net au budget de la Commission, c'est le Royaume-Uni, et aussi de l'émergence de nouvelles priorités pour les États membres. Elles ont été formulées, les questions de sécurité, la gestion des flux migratoires, le numérique notamment, et des propositions de règlement sur la politique de cohésion ont été formulées. Les négociations sont actuellement en cours, elles sont âpres parfois, sur ces bases, en tout cas sur la base de ce cadrage financier pluriannuel du printemps, entre le Conseil européen et le Parlement actuellement. Alors à ce jour, il y a normalement une diapo qui devait poursuivre sur ce sujet. Je ne sais pas si elle existe, non ? Voilà, magnifique. Donc la proposition, voilà, la proposition de la Commission reprend plusieurs éléments dans cette négociation. D'abord, une enveloppe pour la France, une enveloppe de fonds européens, de fonds structurels à répartir, qui serait réduite de 5%, soit 16 milliards d'euros constants. D'autres États connaîtraient une baisse nettement plus marquée. Pour le moment, pour la France, c'est une baisse simplement de 5%, alors que pour l'Allemagne, par exemple, il est question d'une baisse de 21%. Deuxième élément en jeu dans cette négociation, le maintien d'une politique de cohésion pour l'ensemble des régions européennes et le maintien de 3 catégories de régions. La région Hauts-de-France, rassemblant désormais les deux versants, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, les programmes opérationnels ont été négociés dans l'ancienne géographie des régions. La région Hauts-de-France resterait une région en transition. Ensuite, autre élément de négociation, une politique de cohésion qui serait concentrée sur 5 objectifs stratégiques, dont la définition précise est actuellement en cours, et puis des propositions surtout de simplification administrative particulièrement intéressantes. Je vous ai expliqué les difficultés qui existaient dans l'instruction des dossiers, qui pouvaient parfois être même décourageantes pour les porteurs de projets, mais aussi les mesures à mettre en œuvre pour éviter les dégagements d'office. Et bien l'ensemble de ces difficultés ont été clairement identifiées, et on nous annonce des contrôles moins importants, des possibilités d'utiliser des options de coûts simplifiées. En tout cas, la région Hauts-de-France et la direction Europe ont formulé des propositions très précises avec d'autres régions françaises pour demander à la Commission de pouvoir simplifier sensiblement ces procédures. Ensuite, et c'est le thème de la diapositive suivante, s'agissant du Fonds européen de développement régional, la Commission annonce une volonté de concentration thématique sur les projets qui seront présentés, sur les différents axes. Et cette concentration thématique n'interviendrait non plus au niveau régional comme c'est le cas actuellement, mais au niveau national. Et là, je dois vous dire que c'est un des points qui nous préoccupe particulièrement et dont le président Xavier Bertrand s'est également saisi dans le cadre de la négociation et de la discussion que nous avons aussi avec les autorités françaises sur ce point. Sur ce point, en effet, la région Hauts-de-France demande que la concentration thématique demeure appréciée à l'échelle régionale et non à l'échelle d'un État membre, parce que c'est ce que demande la Commission européenne. Mais dans le cas particulier de la France, du fait du PIB très important des deux régions que je n'ose qualifier de dominantes, mais enfin en tout cas incontestablement motrices dans le fonctionnement de l'économie du pays, que sont l'Île-de-France et Rhône-Alpes, eh bien il y a fort à craindre que le taux de concentration imposé à la France sur ces programmes serait celui des régions développées, soit de concentrer au moins 85% des fonds
pour réaliser les objectifs 1 et 2, ceux d'une Europe plus intelligente en matière de recherche et d'innovation. Alors évidemment, les acteurs de la recherche et de l'innovation dont il a été question ce matin dans le cadre du débat d'orientation budgétaire examinent cette possibilité de concentration thématique élevée d'un bon œil, mais c'est aussi un sujet d'inquiétude pour celles et ceux qui n'entreraient pas directement dans ces thèmes de concentration, de pouvoir continuer à mobiliser significativement des fonds européens, et ça nous serait donc défavorable. Nous y travaillons. Les pays dont le revenu national brut est compris entre 75 et 100% de la moyenne de l'Union, ce qui est le cas de la région Hauts-de-France et de 11 régions françaises sur 13, doivent consacrer uniquement 45% de fonds sur la recherche et l'innovation et 30% sur l'environnement et l'énergie, ce qui serait incontestablement plus favorable. Dans la délibération suivante, je vous dis quelques mots des perspectives ouvertes au titre de la coopération européenne, puisque pour la première fois, malheureusement, une baisse des fonds dédiés est annoncée, une volonté de refonte des programmes avec une réduction de leur nombre, mais pour le moment, aucune proposition à ce jour sur le périmètre des futurs programmes. Une crainte, et je sais que Elisabeth Boulet suit ça comme le lait sur le feu, d'une disparition du programme Interreg Europe et l'annonce du lancement d'un nouveau programme pour des investissements interrégionaux en matière d'innovation. Donc c'est aussi cette opportunité qu'il nous faut surveiller. Dans la diapositive suivante, on vous indique voilà, une nouvelle initiative européenne sera proposée portant sur le développement urbain durable qui regrouperait les programmes Urbact, l'agenda urbain des actions innovatrices urbaines, ce qui constitue là aussi pour la région Hauts-de-France une opportunité. Voilà, j'ai bien conscience d'être sans doute allé un peu trop vite, d'avoir parfois péché par un langage de spécialiste, mais néanmoins, je voudrais, en conclusion de cet aperçu très rapide sur les quelques éléments en cours de négociation, vous assurer que la région participe très activement à ce débat sur la future politique 2021-2027, que chacun des vice-présidents thématiques s'est également saisi de cette question, et singulièrement Marie-Sophie Laine pour les questions agricoles, pour s'assurer encore une fois que les intérêts de la région, les intérêts des acteurs de la région qui sont prioritairement bénéficiaires des fonds européens, eh bien, soient le mieux défendus possible pour la programmation supérieure, la programmation ultérieure. Pardon. En avril 2018, la région a d'ailleurs rédigé une première contribution sur la politique de cohésion. Des échanges politiques et techniques sont nombreux, notamment avec le Commissariat général à l'égalité des territoires, les ministères concernés, la Commission européenne et les députés européens qui sont d'utiles relais au bénéfice de nos politiques européennes sur le territoire. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long, mais cet exercice qui vise à la fois à rendre compte de la délégation générale du Président et des perspectives qui s'ouvrent à nous, et vous avez vu qu'elles sont assez chahutées, justifie incontestablement que nous ayons un petit débat. Donc je donne la parole à celles et ceux qui veulent la prendre, même s'il me semble que dans certains groupes, les rangs se sont brutalement décimés. Après avoir crié que c'était votre argent, je ne vois plus que c'était son argent. Je ne vois plus M. Hansen-Kata, mais je sais qu'il y a au moins M. Leka qui souhaitait prendre la parole. Ah si, alors, qui prend la parole pour votre groupe? Alors, c'est peut-être moi qui dois éteindre le micro. Monsieur Lebas, oui, si en l'absence de Mylène Trozinski